On va donc passer au temps de la table ronde pour poursuivre les échanges sur cette question de décarboner l'acte de réhabiliter après avoir traversé plein de choses avec vous. L'idée, c'est de mettre en débat cette question, de se poser de poser différents sujets, de se dire comment on s'acculture collectivement à ça, comment on se donne peut-être une ambition réaliste pour pouvoir décarboner les réhabilitations, comment on travaille ensemble, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, équipe interne. Quelle est la place de l'architecture à l'intérieur de l'acte de décarboner? En gros, comment on mesure, comment on arbitre, comment on avance concrètement dans la vraie vie? C'est ça dont il va être question pendant notre table ronde. Alors, je ne présente pas Juliette, qui est intervenue beaucoup ce matin. Je ne la présente plus. Sylvain Tessier non plus. En revanche, on a le plaisir d'avoir avec nous Sylvain Artiste, un deuxième Sylvain, qui est responsable stratégie développement durable chez Vivre et Habiter en Normandie, qui représente deux OPH, c'est ça, entre Cherbourg et Caen. Oui, Vivre Habiter en Normandie, c'est une société de coordination en fait, qui regroupe deux bailleurs sociaux, donc Quand la mer Habitat et Presqu'île Habitat. Voilà, donc on exploite à peu près 20 000 logements au total au niveau de la SAC. Et Émilie Atté, qui est directrice immobilier chez Logéocène. Bonjour à tous et à toutes. Tout le monde me connaît à peu près. Très bien. Alors peut-être pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, on se donne 30 minutes. L'idée, c'est que vous puissiez aussi interagir sur les différentes questions qui se posent, les différentes thématiques, que ce soit dynamique. Ma première question pour entrer dans le sujet, c'est de se dire où est-ce qu'on place le premier pas. À vous quatre, donc si vous deviez désigner un premier pas qui soit raisonnable pour engager une démarche de réhabilitation bas carbone, lequel ce serait ? Je commence, allez, je fais le premier pas. On en a parlé, de toute façon, tout réside dans les études carbone, en fait, et les ACV qu'on peut faire au niveau des REA. Donc je pense que tous collectivement, enfin tous les bailleurs sociaux, sur la partie neuve, il n'y a plus de sujet, puisqu'on est contraint de faire les ACV à travers la RE 2020. Sur la réhabilitation, il y a un réel sujet. Donc je pense que le premier pas, c'est déjà de s'acculturer, d'être curieux. Alors, la RE 2020, voilà, on commence à bien la maîtriser, mais de se poser les bonnes questions quand on fait des réhabilitations. On a parlé de TRC, mais déjà demander à la maîtrise d'œuvre de produire déjà une étude carbone pour une réhabilitation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore dans les mœurs. C'est un réel changement de paradigme, et je pense qu'il va falloir que tous collectivement, on soit moteur sur ce segment-là. Alors chacun à son rythme, en fonction des besoins ou des moyens, plus exactement, pardon, qu'on a dans les offices, du nombre de réhabilitations qu'on a, mais de se fixer une limite en se disant, ben voilà, dès qu'on fait une grosse réa énergétique, par exemple, on se fixe comme principe de base de faire une ACV et de se poser les bonnes questions. Sur les temps de retour carbone, par exemple. Et puis, il y a un autre indicateur dont on reparlera peut-être, qui, à mon sens, est super important, c'est le coût de l'abattement de la tonne carbone. Voilà. Combien coûte le fait d'économiser une tonne carbone? Donc ça, moi, je prêche pour cet indicateur-là. On en parlera peut-être. Pardon. Alors, dans le prolongement, je ne vais pas reprendre le terme acculturer, même s'il me parle beaucoup. Je pense qu'il faut expérimenter. Alors après, on ne part pas de rien, on fait déjà des choses, parfois sans les quantifier, en tout cas telles qu'on a pu les voir traduites aujourd'hui, en tout cas pas aussi précisément que ça. En revanche, on est déjà engagé, et, effectivement dans le neuf, on le fait déjà naturellement parce qu'on est cadré par la réglementation. On voit bien que dans la réhabilitation, c'est un peu plus compliqué et que les visions de chacun ne sont pas toutes les mêmes, les critères, les seuils, tout ce qu'on peut avoir évoqué aujourd'hui prête encore à discussion. En tout cas, on voit que la trajectoire, elle est plutôt devant nous et qu'il faut s'y atteler. En revanche, je pense qu'il faut prendre petit bout par petit bout et effectivement aller chercher les opérations qui sont sans doute avec les leviers les plus importants au titre de la CV et du bilan carbone, et essayer de pousser les curseurs sur un petit volume d'opérations assez significatif sur lequel on a une incidence, un impact fort, voilà, rapidement, mais en expérimentant.
Du coup, je rejoins complètement Sylvain et Émilie sur l'acculturation, expérimentation, aller en petits pas. Je dirais sur le petit pas, nous, l'approche qu'on a chez Carbone 4 sur tout ce qui va être empreinte carbone, c'est y aller avec pragmatisme. C'est-à-dire que si c'est la première fois que vous êtes une ACV, ça va prendre énormément de temps de faire une ACV très détaillée sur le projet étudier les variantes, comme ça a été vu sur le hub. Ça nous a pris 1 an et demi, 2 ans. Ça va pas du tout pouvoir être réplicable sur tous vos projets. Donc l'idée, c'est expérimentation. Première étape, déjà avoir les bons ordres de grandeur, faire ça effectivement avec des fiches collectives, des dettes et tout, mais ça permettra déjà d'avoir des ordres de grandeur sur 1 ou 2 projets. Ça permettra de s'acculturer aux ordres de grandeur et pour apprendre déjà les bons choix. Donc déjà, y aller avec pragmatisme, en ciblant déjà ce qui est prioritaire. Et après, vraiment, ça permettra derrière d'intégrer le carbone. Moi, ce que j'ai pu voir aujourd'hui pour le Géo, vous faites plein de choses, mais le critère carbone sur la réhabilitation n'est pas encore un des critères. Moi, je ne dis pas du tout que ça doit être le critère prioritaire. Mais par contre, ça serait bien que effectivement ce critère carbone soit visible, que ça soit par exemple dans le choix des bâtiments réhabilités. Vous avez le côté passoire énergétique, mais également avoir peut-être visé également en priorité celles qui sont encore en énergie fossile. Puis après, pareil, dans les discussions que vous avez avec vos maîtrises d'ouvrage, l'indicateur carbone euro investi par carbone évité est super utile aussi comme un des critères pour aider à prendre des décisions. Donc voilà, petit à petit, du coup, avoir cet indicateur carbone qui remonte dans vos critères. Moi, je pense que je vais repartir sur un vrai petit pas, un peu petit pas en fait. Certes, on est d'accord qu'il faudrait demander aux maîtrises d'œuvre de réaliser des bilans carbone, mais on l'a vu ce matin, la méthode n'est pas encore, on n'a pas forcément la même méthode, donc il va se passer un peu de temps à ce qu'on se mette d'accord et qu'on la comprenne, et donc on forme les maîtrises d'œuvre aussi à la bonne méthode. Par contre, le pas le plus simple, c'est d'exiger en cas de réhabilitation sur les matériaux neufs ajoutés un comparatif, éventuellement un poids carbone de ces matériaux neufs ajoutés. Donc là, on sait le faire. On le fait en RE 2020, donc c'est assez simple. Éventuellement, un comparatif, mon isolant PSE tout moche, j'aimerais le comparer avec un autre isolant et montrer au maître d'ouvrage l'impact carbone que j'aurais pu éviter si je n'avais pas mis ce PSE. En face, il y a le coût, et puis on avance comme ça petit à petit. Donc, élément par élément, faire des comparatifs carbone pour s'acculturer progressivement au choix. C'était l'objet de l'outil de Carbone 4. Sylvain, tu parles de RE 2020, on en a parlé tout à l'heure, c'est la réglementation qui s'applique pour la construction neuve. Qu'est-ce qu'il en est en termes de réglementation pour les réhabilitations à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans l'air? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui il existe des labels qu'on peut atteindre pour la réhabilitation bas carbone? Oui, donc la RE 2020 s'applique à certains bâtiments neufs. Et au 1er janvier, il ne va rien se passer. Il faudra attendre encore un peu. Scoop. Voilà. Pour la réa, il n'y a pas de réglementation, à ma connaissance, qui incite, qui implique l'élément carbone aux côtés de l'élément énergétique. Après, en termes de label, il en existe, notamment le BBCA, rénovation, bâtiment bas carbone rénovation, qui a des indicateurs qui vont ressembler à cette méthode que je vous ai présentée, d'identifier, de faire le bilan carbone et de montrer un gain sur le carbone. Voilà. Mais il n'est pas encore trop répandu, il est très Île-de-France, ce label, mais il se diffuse et on a certaines opérations qui y font référence. On a parlé donc des indicateurs. Pour Émilie ou Sylvain, quels sont pour vous les indicateurs qui vous semblent aujourd'hui intéressants, pertinents à présenter lors d'un comité d'investissement, d'un CODIR qui parle à des gens qu'il faut convaincre et qui n'ont pas forcément ces éléments techniques, qui n'ont pas forcément des ordres de grandeur, des références? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut permettre de les embarquer? C'est pas facile, hein. On voit bien les débats qu'on a pu avoir ou les questionnements entre la présentation et la salle. Enfin, y a des choses qui ressortent qui semblent plutôt faciles à pratiquer sur le temps de retour carbone et ces 15 années. Moi, ça, effectivement, je trouve que c'est des choses qui sont faciles en appropriation.
Après, c'est Sylvain qui présentait finalement le comparatif entre une construction neuve qu'on aurait réalisée et le gain par rapport à une réa. Effectivement, ça c'est très parlant et je pense que c'est communicable simplement avec des administrateurs et avec des non-sachants ou des collectivités, même si en général on compare. Enfin, quand on fait le choix d'une réa, on ne se projette pas forcément sur le neuf, donc la comparaison est un peu faussée, mais en tout cas le système de grandeur et la manière de le communiquer paraît assez simple. Après, moi je suis pas, mais alors je n'ai pas échangé avec les équipes sur le sujet, mais je ne suis pas pour le label pour le label. À partir du moment où on peut avoir, c'est pas le tampon qui est important, c'est la performance qu'on va viser et qu'on va obtenir, sauf à ce que ça nous dégage des marges de manœuvre financières. Et là, effectivement, ça re-questionne et c'est intéressant. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le label pour le label, pas forcément. Les seuils tels qu'on les a vus là, je trouve qu'ils sont encore difficilement appropriables par les équipes, vu à notre stade de maturité, en tout cas actuel, pour le pratiquer dans chaque opération et, on va dire, de la bonne manière pour être une aide à la décision. En revanche, je suis plutôt convaincue qu'on aurait peut-être besoin sur certains, encore une fois, pas sur tous nos sujets, mais sur les plus ambitieux ou ceux sur lesquels on a une vraie marge de manœuvre, peut-être d'avoir un dialogue en amont dans le cadre d'une mission d'AMO pour justement tout questionner, tout bien embarquer dès le début. Ça, oui, moi j'y crois. Enfin, j'y crois. Voilà. Donc, dans la réponse, éléments de dialogue simples, on peut en trouver quelques-uns, mais je suis pas forcément ni convaincue par les seuils ni par les labels dans l'absolu. C'est plutôt la finalité, je trouve intéressante à travailler et à porter en acculturation auprès des équipes avec une mission d'AMO éventuellement. Ouais, je souscris complètement. Et effectivement, enfin, on progresse et on avance petit à petit sur ces sujets. Donc, je crois aussi beaucoup à la capitalisation des opérations qu'on va pouvoir mener. Donc, c'est une boucle d'amélioration continue. Mais c'est important quand on veut convaincre un CODIR, par exemple, ou des administrateurs, de pouvoir mettre en lumière les gains carbone qu'on peut faire. Parce que, objectivement, c'est vrai que la tonne de CO2 aujourd'hui, c'est quand même plutôt diffus dans l'inconscient collectif. 1 kWh, on sait tous ce que c'est en termes d'euros. Une tonne, c'est plus compliqué. Donc, pour faire passer les discours, on peut aussi faire des comparatifs qui parlent. Moi, sur Caen la mer Habitat, on a, dans le cadre de la démolition d'un site, on a réemployé 26 chaudières, d'accord, sur un de nos sites. C'est-à-dire qu'on a déposé des chaudières, on les a confiées au plateau circulaire qui les ont vraiment remises en état pour les mettre en place sur un autre site où on avait des besoins de remplacement de chaudières. Et on a travaillé avec eux justement pour avoir l'économie carbone que ça a représenté. Et ça, je trouve que ça fait sens de se dire, voilà, on a réemployé 26 chaudières. Si on s'en tient à ça, c'est un petit peu diffus. Par contre, quand on dit ces 26 chaudières, le réemploi de ces 26 chaudières, ça a permis d'éviter les consommations ou les émissions, plus exactement, annuelles de 6 logements chez Caen la mer Habitat. Déjà, ça permet de factualiser un petit peu au niveau du discours. Donc c'est ça, les indicateurs, déjà, c'est de pouvoir communiquer assez simplement sur les émissions et ce qu'on peut économiser. Et puis le temps de retour carbone, et puis l'investissement sur ce que je disais tout à l'heure, sur la tonne de CO2 évitée, c'est des indicateurs qui me semblent intéressants, quoi. À quel moment on se pose la question dans la vie d'une opération de l'impact carbone, ou en tout cas de l'impact qu'on peut avoir sur le carbone comment dirais-je ? Oui, parce que tu l'as évoqué, Sylvain, dans ta présentation, il y a la phase amont, et puis après il y a le déroulé de l'opération, la phase amont avec toutes les différentes tranches qui préparent le chantier. À quels endroits stratégiquement c'est important où les décisions qui sont prises sont importantes sur la suite. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous préciser ça, d'une part, et d'autre part, avec qui, c'est-à-dire les équipes, les architectes, bureaux d'études, qui participent à ça. Oui, c'est pas facile. J'ai eu du mal à le dire, d'ailleurs. Déjà, donc, je vais avoir à la réponse. On l'a dit, si on vise une économie carbone dans les projets en général et dans les réhabilitations en particulier, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que je garde du bâtiment existant. Donc là, c'est la phase diagnostique qu'on a évoquée avec Achille. C'est très important de se dire qu'est-ce que je peux garder de viable, quitte à le déposer, à le reposer, si je dois
insérer un isolant entre deux, par exemple. Bon, ça, j'ai l'impression que, notamment avec les bailleurs sociaux, il y a cette réflexion, parce que c'est votre patrimoine et que, a priori, l'idée, c'est pas forcément de modifier complètement les choses. Vous avez investi, le patrimoine est là, donc c'est intéressant de se dire qu'il n'y aurait pas à réinvestir sur un élément qui serait viable. Après, moi, j'ai un peu de mal, ça a été évoqué, là, des bilans carbone préfiguratifs en amont. On a un peu de mal à les utiliser parce que les résultats sont quand même très divergents du vrai bilan carbone affiné. Et donc, voilà, à titre personnel, on a beaucoup de mal à manier ça. Donc, on préfère éventuellement anticiper le plus tôt possible, notamment avec les maquettes numériques des architectes. On peut récupérer des quantités et assez rapidement simuler des bilans carbone. Donc, on préfère mettre en amont le bilan carbone plutôt que de faire un bilan carbone préfiguratif qui se fait sans quantité, en fait, sur une forme de bâtiment, une surface et assez peu d'éléments factuels. Oui, pour compléter, effectivement, je pense que sur la partie conservation de l'existant, c'est très important. Et également permettre de voir l'intérêt d'un changement de vecteur énergétique, parce que ça s'anticipe très en amont lors de la conception. Je sais qu'il y a, par exemple, là, je trouvais que le projet présentait sur séquence sur le fait de sortir des chaudières gaz individuelles sur pompe à chaleur. J'imagine que déjà techniquement, ça n'a pas dû être facile. Et ça a dû impliquer de voir peut-être des éléments existants qui étaient peut-être encore en bon état, devoir les déposer. Voilà, il y a peut-être eu des modifications. Et donc, du coup, se pose la question vraiment de la balance carbone. Est-ce que c'est plus intéressant de sortir quand même des chaudières individuelles ou pompes à chaleur, et c'est quoi les ordres de grandeur? Et donc du coup, c'est vrai que là, à ce moment-là, se poser la question-là, à ce moment-là, le projet, en fait, c'est clé pour s'assurer qu'en fait, on a vraiment fait tout possible pour avoir le temps de retour carbone le plus intéressant possible. Donc je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là à prendre en compte à ce moment-là du projet. Sachant que ce travail, ça avait été évoqué lors de votre présentation, peut être parfois très chronophage. Donc on le fait sur un projet, on l'expérimente et ça fonctionne. Comment on s'assure que c'est quelque chose qu'on peut systématiser, qu'on peut intégrer dans la conception et la mise en œuvre des opérations? Quelles sont les voies de passage pour systématiser l'approche carbone, s'il y en a? Alors, encore une fois, moi je pense que la voie de passage, on l'aura dans un second temps, mais qu'on est plutôt sur cette logique d'expérimentation dans un premier temps. Donc pas forcément une systématisation, en tout cas pas de tout. En tout cas une prise de conscience, oui. Un partage, un dialogue sur le sujet et considérer le sujet carbone comme un élément effectivement en tant que tel de prise de décision dans nos réa, oui. Après, moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense que la prise de conscience, elle se fait dès l'établissement du programme par les équipes pour justement avoir une prise en compte du mode de chauffage du système complet. Ça, c'est un point important. Et que derrière... finalement, aujourd'hui, la manière dont on l'appréhende, qui est plutôt à travers un jeu d'options parfois qui intervient lors de la conception, ça peut être quelque chose d'intéressant et qui va nous challenger, nous permettre d'avoir des ordres de grandeur, notamment parce qu'en tant que maître d'ouvrage, c'est souvent ça le sujet, c'est combien ça va me coûter plus cher par rapport à une construction que je connais classique ou une réhabilitation classique. Donc ça, je pense que c'est un point complémentaire qui fait peut-être un quart du sujet, mais que les trois quarts se positionnent vraiment sur la partie diagnostic et programme, et que peut-être en prenant, alors c'est pas toujours simple parce qu'on est toujours dans des timings un peu contraints, mais en prenant peut-être un petit peu plus de temps sur cette phase de programmation et en se faisant accompagner quand c'est nécessaire, on peut peut-être effectivement embarquer un peu plus le sujet de manière systématique. Oui, effectivement. Enfin, chez VHN, la partie carbone dans les réhabilitations, maintenant, elle est systématiquement intégrée. Alors, je parle des grosses réhabilitations énergétiques, parce qu'il faut commencer à un moment. Sur Caen, là, on est en train de travailler en interne sur un projet de réhabilitation, voilà, qui concerne deux bâtiments, 2 x 24 logements, où on a un travail bâtimentaire à faire sur l'enveloppe, un bouquet assez classique avec l'ITE, les menuiseries, la VMC, enfin tout ce qu'on
qu'on connaît tous, mais on souhaite aussi travailler sur le vecteur énergétique. Donc aujourd'hui, les logements sont chauffés par une chaufferie collective gaz, qui est commune aux 2 bâtiments. Et ce qu'on voulait vraiment intégrer en amont du programme, c'était comment on sort des énergies carbonées. Donc là, on travaille sur différentes solutions possibles. Donc on conserve le gaz, on hybride la chaufferie, on pose une chaufferie 100% PAC. Et puis on a une 4e solution qui est la PAC triple service dans les logements. Et on étudie ça sur la partie carbone en fait. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a encore 3-4 ans, on se serait limité entre guillemets à la partie énergétique et on appréhende ça sous le volet carbone, donc avec les fiches PEP, vous en parliez, enfin les profils PEP, pardon, Monsieur Tessier, là, d'intégrer ça dans les réflexions et puis de raisonner en coût global aussi sur les installations. J'avais une petite question sur la partie PAC, PAC triple service par exemple, parce que nous, on est confrontés à des problématiques en exploitation maintenance où on se rend compte que les mainteneurs, c'est des chauffagistes, mais c'est pas des frigoristes. Et bon, après, on a aussi entendu parler des ballons thermodynamiques qu'on fait, nous aussi, décentralisés. Mais c'est vraiment un sujet pour nous. Pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien de faire un truc qui théoriquement est super performant, mais si on est incapable de trouver des exploitants qui sont capables d'exploiter correctement les systèmes, On est d'accord à 200%. Non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que la donnée d'entrée, c'est que de toute façon, on doit avoir des systèmes qui soient efficaces, mais qu'on puisse exploiter. Alors la mise en service, c'est très important, mais il faut raisonner aussi en coût global. C'est-à-dire le coût en entretien d'une chaudière collective gaz versus une PAC collective, il y a quand même un delta qui peut ne pas être négligeable. Donc nous, on essaye de l'intégrer autant que faire se peut. Après, je suis bien d'accord que les ressources côté exploitant, elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Donc voilà. On avance sur ces terrains-là aussi, même sur le suivi de la performance énergétique, parce que je trouve que c'est un peu le parent pauvre. On parle carbone, mais le suivi réel de la performance énergétique de bâtiments, des bâtiments, c'est un sujet. Donc là, sur Cherbourg, on va livrer au mois de mars une opération de 36 logements chauffés en 100% élec avec une PAC collective. Donc moi, j'ai tenu à ce qu'on instrumente de façon assez serrée cette installation-là pour se faire une philosophie aussi sur les COP réels, par exemple, et puis sur les coûts en maintenance globale. Mais c'est un sujet, même les ballons thermodynamiques, il y a plein d'écueils à l'hyper-technicité, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que moi, quand je le peux, je prêche aussi pour le low-tech, sur la récupération d'énergie, sur les eaux grises, les choses comme ça, mais en réa, c'est compliqué à mettre en œuvre. L'acculturation, tu l'as dit, elle se fait pas à pas. Vous avez évoqué chez Séquence les formations, les guides pratiques. Comment, chez VHN, vous avez réussi à faire monter en compétence les services sur ces questions-là? Je ne sais pas si, comme chez Logéo, il y a 5 ans, c'était vraiment Mathias l'a rappelé en introduction, c'était un sujet encore très, très neuf. Qu'est-ce qu'il en est chez vous et comment ça... on progresse petit à petit. Mais non, alors là, en fait, on est plutôt sur le discours interne. C'est-à-dire que voilà, on a fait des ateliers, que ce soit sur la construction neuve ou sur la réhabilitation, là, sur 2025. Quelque chose qui nous a aussi aidé, c'est la réalisation de notre premier bilan carbone sur l'année 2024. Donc voilà, tout se passe en interne pour l'instant. C'est-à-dire que moi, j'anime les formations et puis effectivement, il y a cette acculturation des collaborateurs sur comment on lit une fiche INIES. C'est aussi basique que ça, mais c'est vrai que pour un technicien réhabilitation, c'est pas forcément ancré dans les pratiques. Donc on part de là, comment on calcule un temps de retour carbone, les points de vigilance à avoir, dans l'optimisation des matériaux aussi sur les constructions neuves, parce qu'on peut avoir des résultats assez différents en fonction de la fiche INIES qu'on va chercher. Donc c'est tout ça qu'on essaye de valoriser. Et puis c'est vrai que moi j'essaie de convaincre aussi en interne qu'on a tout intérêt à systématiser les calculs, par exemple des poids carbone dans les réhabilitations, parce que ça va nous permettre de fiabiliser aussi, par exemple, le bilan carbone. Aujourd'hui, on est plutôt sur des ratios surfaciques, on l'a vu, tant de kilogrammes de CO2 par mètre carré réhabilité, ou sur des ratios monétaires. Et à partir du moment où on sera en mesure d'avoir des ratios qui soient plus du sur-mesure, on va fiabiliser notre bilan carbone, Donc on a tout intérêt à aller vers ça. Oui. Moi, de mon point de vue de bureau d'études pour l'acculturation, notamment de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre,
je trouve que c'est intéressant. Enfin, j'imagine que les chargés de projet ou les maîtres d'œuvre, la maîtrise d'œuvre en général, a besoin d'indicateurs, notamment ce que j'évoquais là sur les petits pas, comparer deux matériaux entre eux et connaître le poids carbone respectif. Je prendrai l'exemple de ce qu'on fait pour vous là sur l'appel paille, où on a constitué des parois complètes, donc les différentes couches de matériaux, intégrant de la paille évidemment, et on les a comparées d'un point de vue carbone, énergétique, coût, épaisseur et ainsi de suite. Et donc ça nous aide à constituer des livrables qui seront présentés en février, c'est ça ? Mais ça pourrait être des indicateurs intéressants à partager entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, même si les données carbone évoluent, on l'a dit sans cesse, ça pourrait déjà donner une base de comparaison entre faut-il que je mette cet isolant et un bardage, ou cet isolant et un enduit, ou ainsi de suite, et d'avoir ce comparatif sur des éléments un peu récurrents que l'on retrouve. À la fin, on peut trouver un graphique qui compare les éléments, et instantanément, on comprend que si je choisis telle solution, je vais améliorer mon bilan et, à terme, aboutir à l'intégration dans un bilan carbone complet. Alors aujourd'hui, on est tous plus ou moins, ou plutôt même convaincus de ça, mais quelles sont les résistances réelles que vous observez et qu'il faut dépasser ? Aucune. Sauf au fond de la salle, Vu peut-être. qu'il n'y a pas de bilan carbone en réa. Peut-être d'un point de vue, alors un peu plus un pas de côté sur la situation. Aujourd'hui, on vit une situation, parce que je travaille non seulement sur le secteur du bâtiment, mais tout secteur de l'économie sur le sujet carbone. Ça fait maintenant un an et demi qu'on voit un vrai recul sur les questions environnementales, que ce soit par rapport à la réglementation et même sur la politique globale en France. Et donc, du coup, là-dessus, on sent que, par exemple, si on prend MaPrimeRénov', les aides pour les véhicules électriques, il y a la réglementation qui fait un pas d'un côté et puis après de l'autre. Enfin bref, c'est compliqué, je trouve, pour les acteurs qu'on accompagne de s'engager sur une démarche parce que les aides sont incertaines. Voilà. Et on ne sait pas si la situation va s'arranger à court terme. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux positifs. Et du coup, nous, un peu notre philosophie sur Carbone 4, sur ce sujet, c'est que, en fait, il faut, et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des matières comme ça, en fait, il faut que les acteurs tels Logeo, Sequens et tous leurs partenaires en fait continuent à s'engager. Il faut moins s'attendre à ce que on ait des politiques très ambitieuses, notamment là on a parlé sur la réglementation, sur la réhabilitation. En fait, on ne sait pas quand ça peut venir. Ça a pris 7 ans. Pour rappel, E+C- en 2016, la réglementation RE 2020, comme son nom l'indique, est sortie en 2022. Donc voilà, il ne faut pas attendre que ça vienne forcément de la réglementation d'abord. Je pense que c'est aussi aux acteurs qui sont engagés de aussi faire petits pas, expérimentation, travailler ensemble avec toute la chaîne de valeur, tous leurs partenaires pour faire avancer ces sujets parce que c'est une course contre le temps. Neutralité carbone 2050, si on n'y arrive pas, faut viser juste au-dessus. C'est pas tout perdu, mais il faut y aller. Et plus le temps qu'on perd maintenant, ça sera encore plus dur. Les objectifs seront encore rehaussés après. Donc c'est continuer, même si au niveau politique, la réglementation n'est pas aussi ambitieuse que ça, quand même garder le cap. Chacun sa responsabilité, garder le cap et quand même avancer ensemble. Alors, après, je ne sais pas si c'est un frein, mais en tout cas, le constat, c'est que mener une réhabilitation, c'est Marie qui le disait tout à l'heure, en introduction, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on cumule, on superpose plusieurs sujets qu'on va venir scanner en multicritères sur une attractivité de parc, sur une accessibilité, avec au milieu de tout ça des habitants, de l'existant. On fait pas ce qu'on veut, des contraintes financières parfois, et on superpose cette contrainte sur un immeuble à une vision stratégique sur 10 ans qu'on cale par rapport à une planification et une capacité à faire. Donc déjà, effectivement, c'est un cadre un peu plus contraint
que le neuf et qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui on ne s'est pas complètement saisi en priorité effectivement du carbone, parce qu'en plus on a déjà l'étiquette énergétique qui vient régir nos modalités de financement, nos décisions et donc il faut qu'on fasse ce pas de côté, c'est évident. En tout cas par rapport à ce qu'on s'est partagé ce matin, moi je trouve que c'est inspirant, ça donne envie, mais ça explique peut-être pourquoi on n'est pas allé aussi vite que ça sur la réa, parce qu'il y a une complexité qui lui est propre et que on voit, c'est compliqué, les échanges. Il faut qu'on trouve la bonne manière de communiquer, mais en tout cas il y a un bel enjeu, quoi. Autre sujet, et là je vais vous partager une réflexion d'un architecte qui s'appelle Charles-Henri Tachon, qu'on a invité à l'événement, qui n'a pas pu venir, et j'aimerais bien vous proposer de réagir par rapport à ça, qui nous a dit « La décarbonation est un enjeu fort qui doit être pris à bras-le-corps. Il ne faut cependant pas que celle-ci se suffise à elle-même et qu'elle se substitue à ce qui fonde notre discipline, nous architectes, et à nos objectifs communs, tous les acteurs de la construction dont le maître d'ouvrage, concevoir des logements de qualité, c'est-à-dire avec des plans des espaces intérieurs, une ergonomie, un rapport au paysage qui rendent la vie plus belle au quotidien. » Est-ce qu'il y a potentiellement, s'il l'écrit, contradiction entre les deux, ou alors ça peut et ça doit se concilier ? Ça doit se concilier. Oui. Je pense que normalement, une réa bas carbone bien conçue, quelque part, elle doit pas être visible en tant que telle. C'est dans ses résultats et dans son système, le caractère vertueux de son système de chauffage du quotidien. Mais on ne doit pas ressentir finalement la technique de la réhabilitation bas carbone ne doit pas venir au détriment de la conception d'un logement ou de son appropriation par l'utilisateur final. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Charles-Henri. Oui, même position. Après, il y a un sujet, quand on parle de confort, parce qu'il est question de ça aussi dans la déclaration, c'est quelque chose, à mon sens, sur lequel on devrait progresser collectivement, c'est avoir des indicateurs pour jauger l'amélioration du confort. Après une réhabilitation bas carbone, je précise un peu le propos, c'est l'utilisation du biosourcé. On a parlé d'atténuation au changement climatique, il y a aussi le sujet adaptation, on en a dit quelques mots, mais c'est vrai que l'utilisation de matériaux biosourcés pour l'isolation dans un logement, ça conduit à rendre ce logement plus résilient. Mais aujourd'hui, factuellement, on a assez peu d'informations là-dessus. Sur l'utilisation du biosourcé, ça engendre des surcoûts. Pour justifier ces surcoûts, il faudrait qu'on puisse qu'on puisse objectiver ça. Alors, c'est vrai que c'est une réflexion, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais c'est vrai que quantifier la valeur ajoutée sur un déphasage thermique, sur des charges, parce que ça a aussi une incidence sur les charges, ça mériterait d'être creusé. C'est un chantier à part entière, donc ça nécessite des échanges entre tous les bailleurs, mais il y a quelque chose à faire là aussi, quoi. Et effectivement, si on veut réussir la transition, il va falloir rendre tout ce qui va être sobriété, écologie et bas carbone désirable. Il y a vraiment un enjeu sur comment on voit la sobriété. Il y a quelques années, la sobriété était encore un gros mot. Mais il y a quand même ce travail sur les imaginaires pour rendre ça accessible, désirable, etc. Et je pense là, par exemple, sur un exemple concret, ce qu'on a parlé ce matin, le réemploi. Aujourd'hui, le réemploi, il y a vraiment un impact carbone véritable sur l'utilisation des matériaux réemploi, mais il y a aussi l'image du réemploi où je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tous vos usagers soient... ça peut être... on peut ouvrir, je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience, mais je ne sais pas, sur tous les habitants, à quel point ils seraient... Est-ce qu'ils seraient fiers d'avoir du réemploi, de participer à la démarche ? Est-ce qu'ils trouvent ça plutôt low cost, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur les réemplois pour valoriser la démarche et rendre ça, avoir des meubles de réemploi upcyclés qui soient vraiment qualitatifs, etc. Il y a même, on peut avoir certains hôtels qui utilisent du matériau réemployé, des meubles réemployés qui affichent fièrement la démarche et tout. Donc il y a un peu ce changement de prise à avoir sur tout ce qui va être démarche de sobriété pour rendre ça désirable, pour que ça soit accepté aussi d'après par les habitants. Juste un mot par rapport à l'architecture. C'est vrai qu'on peut imaginer que se focaliser sur le carbone va contraindre le choix des matériaux et donc contraindre l'architecture. C'est pas à mon avis, c'est pas à mon avis comme ça qu'il faut le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un
les indicateurs, les seuils, voire le TRC, vous l'avez bien dit, ce n'est pas un indicateur seul et unique sur lequel qui pourrait amener au final à uniformiser tous les matériaux et préfigurer des choix. Donc voilà, et je pense que il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, c'est parfois un frein quand on parle carbone, on dit mais oui, vous parlez de carbone et pas du reste. Voilà, il n'y a pas que le carbone dans la vie. C'est un sujet, mais c'est pas le seul non plus. Alors, quelle ambition on se donne, ambition raisonnable, réelle. Qu'est-ce qui est atteignable aujourd'hui? Comment on peut l'arbitrer concrètement? Ça pose la question, ça a été évoqué en filigrane ce matin, des seuils. Quels sont les bons seuils? Est-ce que c'est le seuil, la bonne chose sur laquelle il faut s'appuyer? Peut-être Sylvain, je te laisse commencer et puis après la parole va... Il me semble avoir été clair. Mais c'est bien de redire. Je redis. Je redis que c'est trop tôt pour mettre des seuils, que mon exemple avec un mauvais TRC est pour moi un bon exemple, parce que grâce à l'énergie, sans changer le vecteur énergétique qui était déjà faiblement carboné, l'ELEC, on voit qu'on peut, avec une bonne rénovation, amortir et compenser complètement les matériaux que l'on a mis en place. Donc, pour moi, ça reste un bon exemple. Et ça, il faut les multiplier, ces exemples-là. Donc moi, l'ambition aujourd'hui, c'est de multiplier les exemples de rapport entre le carbone des travaux, le gain carbone sur l'énergie, l'amélioration du confort, et voilà. La difficulté, c'est qu'il y a REA, 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 et plein de REA différentes. Donc c'est trop tôt pour se dire qu'est-ce qu'on vise pour tel REA. Et c'est vrai que la notion de confort et d'amélioration de confort de le logement mérite aussi un investissement carbone. Donc il faut aussi accepter que parfois tel projet aura plus de carbone, mais il y aura une requalification, une amélioration thermique, une anticipation du climat futur. Et comme disait Émilie, au final, déjà se comparer au neuf, ça donne déjà un indicateur de la vraie performance, le vrai investissement carbone sur l'AREA. Moi, j'avais un petit peu répondu déjà sur les notions de seuil tout à l'heure, donc je n'ai pas changé d'avis. Mais non, voilà, encore une fois, en définissant un échantillonnage qui nous paraisse tout de suite pouvoir avoir un impact, je pense qu'on va réussir à travailler en dialoguant pour trouver effectivement les réponses et remonter le critère carbone. Mais j'ai toujours pas pour les seuils. Et puis l'idée de l'observatoire, moi je trouve ça très pertinent. Enfin, je crois beaucoup aussi à la mutualisation, et après chacun participe à la mesure de ce qu'il peut, parce que tout part de là, c'est faire une étude carbone, une solution de base, et puis après voir les différents items, comment on peut améliorer la performance carbone du projet et ce qui est soutenable économiquement, quoi. Donc je l'ai déjà dit, mais un processus d'amélioration continue, une boucle itérative avec les confrères et en interne, quoi. Donc se faire des indicateurs, se faire sa religion, mais ça se fait pas en 15 jours. Juliette? Non, effectivement, je rejoins, je dirais pas forcément un seuil, mais je pense que c'est important de se fixer des objectifs pour savoir si on est dans la bonne trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OGEO fait plein de choses, plutôt bien, mais est-ce que c'est suffisant ? En fait, vous ne savez pas répondre à cette question. Oui, c'est suffisant par rapport à ce qu'on vous demande sur le nombre de rénovations et sur l'étiquette à viser, mais est-ce que vous êtes aligné avec l'objectif de neutralité de la France ? Vous ne savez pas. Donc, c'est important de se fixer du coup cet objectif. Est-ce que votre objectif, c'est être aligné, enfin, qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec cette trajectoire de la France? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'OGEO d'un point de vue carbone énergétique et carbone matériaux? Et après, savoir où vous en êtes. Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Vous faites déjà plein de choses où vous en êtes du coup, et pouvoir rehausser l'ambition si besoin. Et vous n'êtes pas tout seul. Si jamais vous vous trouvez finalement... il faut aller plus loin sur les questions énergétiques, d'abord cibler plutôt les logements gaz et fuel plutôt que électrique, même si c'est des, etc. Dans ce cas-là, ça c'est collectivement, après d'ailleurs qu'il faudra remonter ces informations, collectivement qu'il faudra agir pour dire voilà, nous on est alignés par rapport à ce qu'on nous demande, mais en fait c'est pas assez. Donc c'est quand même important, je dirais pas en termes de seuil, mais plutôt objectif de quantifier un peu la chose pour savoir où on en est, est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas, et sinon quels moyens on se donne pour les atteindre.
Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans le public? Ou tout le monde a faim? Ce qui est possible. Oui. Je suis un grand admirateur du dirigeant de votre société, mais il a dit quand même quelque chose, et j'ai revu ça complètement par hasard récemment. C'est qu'il a dit, de toute façon, on parlait du vecteur énergétique, la décarbonation, on va la subir. On va la subir en vecteur énergétique, puisque l'accès aux ressources gazières va diminuer de toute façon dans des échelles de temps qui sont pour nous, quoi. 15 ans, 20 ans, pour nous, c'est demain, quoi. Donc, de toute façon, je fais juste cette précision-là. Je lui dis, non, mais il faut l'avoir aussi en tête, quoi. Mais complètement, et en fait ça explique à peu près, ça explique énormément sur la réglementation, notamment à l'échelle européenne. Je prends aujourd'hui le parallèle avec les véhicules électriques. Pourquoi aujourd'hui l'Europe se dirige vers les véhicules électriques? C'est qu'aujourd'hui, en Europe, on a très peu d'énergie fossile et très peu de ressources. Aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, on importe notre gaz, etc. Donc, il y a un moment, effectivement, ces choix-là, on les fait pour des choix géopolitiques. Pour l'électricité, elle est produite en France. Le gaz, non, il est importé. Et quand on peut voir qu'il y avait une crise géopolitique en Ukraine, etc., et en fait, on est dépendant des pays extérieurs pour nous fournir. Donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est Jean-Marc en parle beaucoup. Mais c'est important d'avoir ça en tête, aussi sur tout ce qu'on peut produire, donc la sobriété, toute l'énergie qu'on peut réduire. C'est pour ça l'électrique. Je vais revenir un peu de ce que j'ai dit en arrière sur non, effectivement, le TRC est mauvais. Oui, mais en fait, toute l'électricité qu'on ne consomme pas, ça va être l'énergie qu'on aura besoin en moins. Donc, c'est quand même important, même si d'un point de vue carbone, l'électricité pas carbone et pas de carbone en France, la réalité, si on regarde un peu un peu plus sur tout secteur confondu, oui, il faut réduire nos consommations d'électricité, même si elle n'est pas carbone, parce qu'aujourd'hui, on va électrifier l'ensemble de nos usages hors-dehors, dans le bâtiment, mais également tout ce qui va être transport, industrie, etc. Et on ne peut pas construire des centrales nucléaires ou des éoliens partout en France. Donc, en fait, c'est hyper important d'avoir aussi ce raisonnement un peu plus géopolitique, global, parce que le bâtiment doit se décarboner, ce n'est pas le seul secteur. Et donc, du coup, il faut avoir vraiment ce prisme global sur les ressources en général, qu'on a peu en Europe. Merci. Peut-être, Mathias, un petit mot pour conclure cette matinée dense. Je vais être rapide, hein. Je vous rassure. Non, mais juste d'abord pour vous remercier, toutes et tous, pour votre présence, votre participation. Apporter juste une précision quand même. Le bilan carbone de l'EGO, on le pilote. On le pilote. On a un plan de rénovation, de changement de vecteur de chauffage, etc., qui va bien au-delà des réhabilitations. Donc on le pilote. C'est peut-être pas encore assez précis, mais c'est bien piloté. En conclusion, je voudrais juste vous faire partager peut-être une préoccupation de dirigeant et puis peut-être une conviction. Ma préoccupation de dirigeant, c'est que on est clairement, quand on parle de décarbonation sur les réhabilitations, on est clairement sur un sujet qui est incontournable. Voilà. C'est une des dimensions de la réflexion sur les réhabilitations dont on ne pourra pas faire l'économie. Donc moi, en tant que dirigeant, et ça là-dessus, je suis pénible, c'est que je suis toujours pris par une forme d'urgence. Parce qu'il faut savoir que la réhabilitation qu'on imagine aujourd'hui sera livrée en 2029 ou en 2030. Ça veut dire qu'en 2029 ou en 2030, on va réceptionner des réhabilitations dans lesquelles cette dimension carbone n'aura pas été pensée au départ. C'est un peu comme aujourd'hui quand j'inaugure une opération qui est conçue selon le référentiel de l'ERT 2012. J'ose même plus le dire. Non, mais j'ose même plus en parler. Parce que, mais comme tout le monde, on livre aujourd'hui des opérations qui ont été conçues en 2019 ou en 2020. Ça arrive, certains ont traîné. Et voilà, et ça nous paraît déjà très archaïque. Bon. Donc moi, ce que je me dis quand même, c'est que chaque opération qui part aujourd'hui, sans qu'on ait, même de façon très pragmatique, très schématique, mais au moins intégrer cet élément de réflexion de comment est-ce qu'on peut au moins appréhender cette dimension carbone, ça prépare quand même un peu l'avenir. Donc chaque fois qu'il y en a une qui part sans ça, on rate un coup. Voilà. Donc du coup, moi, ce que vous avez dit, Pierrick, sur l'intention quand même, sans faire des usines à gaz, etc., mais de processiser ça, de trouver comment dans les processus de maîtrise d'ouvrage, on arrive un peu à systématiser quand même au moins un premier regard là-dessus. Moi, ça m'intéresse parce que chaque fois qu'il y en a une qui part, chez nous, c'est 400 logements par an. Donc c'est 400 logements qui partent sans que se calque
de l'analyse décarbonation a été posée, donc 400, puis, voilà, donc, et puis ils arriveront en 2029, en 2030. Et donc plus on attend, plus on perd du temps, même si j'ai bien compris que les approches sont complexes, etc. Et puis en plus, le fait qu'il n'y ait pas de réglementation, moi, me dérange pas trop, parce qu'on n'arrête pas de se plaindre des réglementations. Si pour une fois on pouvait avancer avant d'avoir une réglementation, c'est pas forcément mal non plus. Voilà. Ça, c'est ma première préoccupation de dirigeant, même si je comprends que c'est compliqué, que les réhabilitations, c'est toujours des choses compliquées, mais au moins s'obliger à avoir cette intelligence au premier regard là-dessus, ça me paraît assez urgent. Et après, ma conviction quand même, c'est qu'on est sur un sujet qui est compliqué en vérité. Parce que la décarbonation, ça coûte un peu d'argent quand même. Mine de rien, quand on remplace des chaudières gaz individuelles par des packs, etc., certaines chaudières gaz, elles auraient tenu encore 5 ou 10 ans parfois, je veux dire. Donc ça coûte de l'argent, d'accord ? Il y a certains choix qu'on va faire sur les réhabilitations, si on veut décarboner, qui vont coûter de l'argent. Il y a toujours un problème, quand on dépense de l'argent sur quelque chose qui ne produit pas une valeur perceptible par le bénéficiaire ultime, qui sont nos habitants. Et dans notre cas, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a une part importante de nos habitants qui sont modestes. Pas tous, mais une part importante. Certains qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas de voiture, donc qui ont sans doute un bilan carbone individuel de l'ordre de 4 ou 5 tonnes par personne, là où le français moyen, c'est 10 tonnes. Donc aller expliquer à ces gens-là que ça serait bien qu'ils fassent un petit sacrifice, qu'ils acceptent une petite moins-value sur leur opération immobilière, qu'ils acceptent parce que la planète, c'est important, c'est un peu casse-gueule, parce qu'ils pourraient légitimement nous dire vous êtes un petit peu en train de vous foutre de nous. Enfin, non mais honnêtement, donc non mais je le dis souvent, mais c'est une vraie. Donc si on n'arrive pas à un moment donné quand même dans ces démarches de décarbonation à reconnecter ça avec des choses qui donnent du sens pour les habitants et qui correspondent aussi à des enjeux de vie quotidienne des habitants, etc., un jour ou l'autre, on risque d'avoir une difficulté. Et d'ailleurs, vous évoquiez le moindre portage des enjeux environnementaux. Je veux dire, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il faut qu'on arrive à reconnecter ça quand même à la réalité des habitants. Si on n'arrive pas à le faire, un jour ou l'autre, il y aura un hiatus qui fait que nos démarches risquent d'être freinées ou incomprises et qu'on pourra nous demander mais pourquoi vous avez investi 10, 20, 30, 40, 100 millions d'euros sur des sujets qui ne nous rapportent rien, alors qu'à côté de ça, donc si on n'arrive pas à penser, je vais être plus concret, si on n'arrive pas à penser la décarbonation de manière complètement intégrée avec notre politique de service, là, ça n'a aucun sens de décarboner un immeuble dans lequel le local poubelle est dégueulasse ou dans lequel l'ascenseur marche une fois sur deux. Ça n'a aucun sens, d'accord ? Donc si on n'arrive pas à intégrer une politique de décarbonation à une approche globale de l'habitat, on se cassera la figure, voilà, je pense. Donc, voilà, mon petit message. Je vous souhaite là-dessus un très bon appétit. Merci beaucoup.